Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bienvenue aujourd'hui sur Entreprise et passion avec un invité d'honneur, Jean-Bernard Sala. Bonjour. Bonjour. Jean-Bernard, vous êtes agriculteur, vous êtes président de la FNSEA de Charente, président d'Interbev Nouvelle-Aquitaine. Vous nous faites l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui après des rendez-vous que vous avez eus sur ce sommet de l'élevage et qui a eu lieu il y a quelques semaines. Alors peut-être avant d'évoquer cet engagement qui est le vôtre, nous expliquer pourquoi vous êtes arrivé sur le monde de l'agriculture. Mais pourquoi je suis arrivé sur le monde de l'agriculture Tout simplement parce que mes grands-parents étaient agriculteurs, comme beaucoup de Français, mais j'ai très vite passé mes journées, mes soirées et mes week-ends sur aider mes grands-parents aux vaches, faire du tracteur, et aussi longtemps que je puisse me souvenir, j'ai fait ça, c'était mes loisirs. Et à un moment, quand arrive la bascule professionnelle, là vous vous dites, j'ai envie d'aller vers ça. Eh bien c'est, il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question de savoir si j'étais capable de faire autre chose et si j'avais imaginé autre chose. Finalement, depuis que je suis jeune, je ne me vois pas faire autre chose que ce métier, qui est un métier de passion qui nous offre une liberté de travailler à l'extérieur avec du vivant, et c'est ce qui est passionnant. Surtout qu'en plus, vous êtes en polyactivité. Oui, j'ai reproduit un peu ce que mes grands-parents faisaient, puisque le système traditionnel, la polyculture élevage, où sur la même exploitation, donc j'élève des vaches limousines et des blondes d'Aquitaine pour produire la viande, mais je produis aussi mes céréales. Donc j'ai bâti un système autonome qui se complémente entre le végétal et l'animal. Et puis cette dimension du collectif, c'est aussi quelque chose, c'est plus qu'une réalité pour vous, c'est un quotidien, mais vous l'avez aussi développé au sein de l'entreprise. Je l'ai développé au sein de l'entreprise, on travaille à plusieurs au sein des CUMA, mais aussi j'ai une activité de production d'électricité. Alors je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec des collègues, où on s'est regroupés, on a regardé comment on pouvait faire, et donc aujourd'hui on a monté des bâtiments qu'on exploite, et c'est nous qui revendons l'électricité. Et avec vraiment des surfaces importantes qui vous permettent d'arriver un peu à une forme d'autarcie, quoi. Eh bien, aujourd'hui, ce projet, il avait deux objectifs. C'est parce qu'on avait besoin de bâtiments pour pouvoir faire notre activité d'élevage, et en même temps pouvoir produire de l'électricité. Donc oui, aujourd'hui, on produit une grosse partie de l'électricité qu'on a besoin sur notre exploitation. Donc on a un système résilient. Alors vous êtes sur le sud-est du département de la Charente, à Saint-Germain-Mont-Bron, et cette Charente, elle est très atypique. Alors le nord de la Nouvelle-Aquitaine, les cousins d'Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas de notre territoire auvergnat, mais elle est très atypique, cette Charente. Eh bien, cette Charente, elle est au croisement de plusieurs régions. Le Limousin, et la Plaine, avec différentes productions, et ce qui délimite un peu ce département, avec le Limousin où l'élevage est présent, et la partie viticole qui s'étend plus vers le littoral sur la partie basse du département. Mais on a aussi de la céréale. En fin de compte, on a un département où on a une multitude de productions et un territoire qui est vivant différent, mais vivant sur l'ensemble de son étendue. Vous avez toute la France sur le département. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de mes collègues d'autres départements qui se revendiquent aussi la même chose, mais effectivement, on a à peu près toutes les productions. On n'a tout de même pas la montagne et la mer sur le même département, mais on a effectivement, en termes de production, une diversité. Et vous êtes toujours, nous avez-vous dit, très très engagé dans, je ne vais pas forcément dire les combats, mais en tout cas, un engagement pour le collectif. Oui, aujourd'hui, c'est tellement facile de se morfondre et de se plaindre en disant c'est de la faute aux autres. Moi, j'ai pris le parti inverse. C'est qu'à un moment donné, oui, il y a des difficultés, il ne faut pas les nier. On fait même si c'est un métier passion, c'est un métier qui est difficile, avec des contraintes, il vaut mieux s'investir pour pouvoir faire changer et lever le maximum de freins qui fait que notre métier pour que notre métier soit plus agréable. Donc c'est vrai que ça m'a amené très rapidement à m'engager dans les responsabilités. Je crois que pratiquement aussi depuis aussi longtemps que je me suis installé,
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut tirer l'agriculture, en agriculture, on parle de collègues, on ne parle pas de concurrents. C'est certainement une des particularités. Et donc, c'est vrai on est des collègues et on a tous le même objectif. Et c'est vrai que j'aime bien défendre ce métier. Et donc, vous avez commencé avec plutôt quel engagement ? Ou est-ce qu'ils ont tous démarré en même temps ? Non, puisque les responsabilités sont multiples. Mais moi, ma porte d'entrée, ça a été un jour mon maître sage qui me dit il y a un concours de labour, c'est une fête agricole, faut que tu viennes le faire. Et je suis rentré comme ça par un concours de labour. Et après, on m'a dit tu viendras à une réunion. Et je sais pas, j'ai mis le doigt dedans et je crois que j'en suis jamais sorti. Donc vous êtes aujourd'hui président de la FNSEA de Charente. Alors pour nos auditeurs, peut-être commencer à poser ce qu'est ce syndicat professionnel. Alors c'est un syndicat agricole dit généraliste, puisque au sein de nos adhérents, on a toutes les productions. Ça va de l'élevage, la viticulture, le maraîchage. C'est ouvert tous les modes de production, que ce soit en conventionnel ou en bio, et où on défend, on milite pour et on travaille pour les intérêts de l'ensemble des agriculteurs. Donc voilà, on est l'interlocuteur des services des pouvoirs publics. Et ça nous permet comme ça de faire avancer un certain nombre de dossiers, que ce soit au niveau départemental, mais dans un réseau qui est structuré de façon régionale, nationale, et pour pouvoir influencer à l'ensemble des échelons. Alors sur la Charente, vous en êtes donc président, avec certaines problématiques qui vous sont spécifiques ? Une des problématiques, c'est le renouvellement des générations. Aujourd'hui, la pyramide des âges fait que la majorité des agriculteurs ont plus de 50 ans, mais un peu comme toute notre société, l'agriculture n'y a pas échappé. Et on sait que demain, pour pouvoir continuer à faire ce métier, il va falloir qu'il y ait des jeunes qui puissent s'installer, reprendre nos fermes. Mais pour ça, il faut pouvoir les accompagner, mais il faut aussi, à un moment donné, que les agriculteurs et les jeunes puissent gagner leur vie. La première politique d'installation ou de renouvellement, c'est quand même la politique de revenus. Et aujourd'hui, on a un combat dans l'élevage, c'est d'arriver à faire reconnaître nos coûts de production. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, le prix de vente de nos animaux ne sont pas à la hauteur de nos coûts de production. Puisqu'une des particularités de l'agriculture, c'est que ce n'est pas nous qui fixons nos prix de vente. On subit d'une certaine façon. Et aujourd'hui, c'est le travail qu'on fait avec la loi Egalim, puisque c'est la loi c'est le nom de la loi, pour pouvoir justement qu'on fasse reconnaître et prendre en compte les coûts de production dans notre métier. Et alors, est-ce que vous arrivez à être entendu ? Alors, au plan national, j'imagine que c'est une action, il n'y a que comme ça que ça peut être porté. Mais... C'est une action qui se fait à tous les échelons. Ça se fait effectivement au niveau national, puisque c'est le législateur qui a voté, donc ça c'est bien. Mais au niveau local, c'est les acteurs de tous les jours, c'est le groupement, c'est la coopérative qui est autour de nous, c'est l'abattoir qui est à proximité. Leur expliquer... et expliquer aussi aux agriculteurs, parce que notre rôle, il est de négocier, mais aussi d'expliquer, d'aller écouter la base, puisque on est un syndicat où on a des adhérents du terrain, c'est de leur expliquer comment les accompagner pour justement mettre en place la contractualisation et la prise en compte des coûts de production. Oui, il y a la dimension pédagogique vis-à-vis de vos adhérents, et puis il y a l'influence portée sur les acteurs politiques. Il y a ça, les acteurs politiques, mais aussi les acteurs économiques, puisque le rôle de chacun est important. Le politique, effectivement, on a besoin d'une politique pour faire la législation et les lois, mais l'agriculture ne peut pas échapper à la loi économique, au raisonnement économique. Donc on a besoin aussi de travailler, d'influencer, voire parfois bousculer les acteurs économiques qui nous entourent.
Vous nous évoquiez dans ces Charentes triples et multiples, va-t-on dire, votre problématique de renouvellement des générations, mais qui, je pense, n'est pas simplement liée au département de Charente. Non, c'est effectivement la problématique, elle est sur l'ensemble du territoire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce département a besoin de renouveler ses exploitations, mais c'est aussi par rapport au salariat, puisque les exploitations évoluent. On voit bien qu'aujourd'hui, il faut des jeunes, par de la formation, via les centres de formation agricole, puissent être formés pour soit reprendre les fermes, soit devenir des salariés, des cadres encadrants au sein de nos entreprises qui ont évolué. Parce que le métier d'agriculteur, ça devient aussi un métier technique où on a besoin de compétences. On utilise de la technologie tous les jours. Très poussé parfois. Voire effectivement, mon voisin rigolant me dit que mon tracteur est plus confortable que son canapé. Mais et plus technique que sa télé. mais voilà, ça fait partie de ces évolutions du métier qui fait que on arrive à attirer aussi les jeunes, puisque les jeunes, c'est un moyen de moderniser notre image. Et vous êtes aussi dans une défense, un combat autour de tout ce qui est simplification. Vous aviez une adhérente qui disait récemment, d'ailleurs, dans le Cognac, qu'en 20 ans, elle avait vu se démultiplier le poids des démarches administratives. Alors, comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas si on peut influer ou dire qu'on peut influer sur ça? Oui, c'est vrai que notre métier a évolué. Alors, c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure de liberté, c'est vrai que la liberté, elle a un prix. Cette liberté de pouvoir travailler à l'extérieur fait qu'on a aujourd'hui... l'agriculture touche des soutiens publics et il y a des justificatifs à fournir. Oui, c'est une évidence. C'est effectivement une évidence. Sauf qu'aujourd'hui, le temps administratif sur nos exploitations fait qu'on y passe des heures entières par jour. Et c'est pas le cœur de notre métier. Notre métier, c'est effectivement de travailler avec du vivant à l'extérieur. C'est pas d'être vous m'excuserez l'expression, un gratte-papier. Surtout que toute cette partie administrative a une importance forte sur nos exploitations. On fait une erreur, on est sanctionné directement. Le droit à l'erreur, même si il commence à apparaître, est quelque chose qui en agriculture n'existait pas. Et c'est vrai que donc cette pression qu'on a tous les jours, de savoir si on a fait le bon papier, on a mis la case au bon endroit, devient stressant. Et c'est vrai que là aujourd'hui, il y a eu, en ce début d'année, le monde agricole s'est mobilisé sur l'ensemble du territoire, en Charente comme dans le reste de la France. C'était justement parce que le monde agricole veut du pragmatisme. Il faut qu'on arrête d'infantiliser le monde agricole. On est des chefs d'entreprise, il faut nous faire confiance. Et cette démarche, vous la portez, vous tentez de la faire partager au maximum, bien évidemment, mais cette simplification, elle a aussi malgré tout, j'imagine, un impact sur... alors, je ne vais peut-être pas dire les rendements ou la productivité, mais c'est comme dans toute entreprise, de toute manière. Là, on touche à un autre volet. C'est pas tout à fait la simplification. C'est qu'aujourd'hui, on nous réduit nos moyens de production. On utilise en agriculture, selon les modèles, des produits phytosanitaires ou des produits de santé du végétal, on pourrait dire aussi. Ou il y en a qui disent des pesticides, voilà. Ces produits ont forcément un impact. Et donc, on nous réduit aujourd'hui nos outils de pouvoir produire, c'est pour protéger nos plantes. Et donc, on voit aujourd'hui, on arrive dans des impasses techniques qui fait que on subit des aléas climatiques, des aléas vectoriels de maladies, qui fait qu'on baisse en production. Et aujourd'hui, alors c'est pas propre à la Charente, mais c'est vrai que le constat, c'est que c'est devenu de plus en plus compliqué d'arriver à produire sur nos territoires. Oui, sans avoir de maladies, sans avoir... Aujourd'hui, tout le monde rêverait qu'on ait une agriculture sans pesticides. Mais personne ne rêve de faire une vie sans antibiotiques.
on prend des antibiotiques quand on est malade. Aujourd'hui, en agriculture, on soigne nos plantes, on soigne nos animaux quand ils sont malades. On ne le fait pas par plaisir, on le fait parce qu'à un moment donné, voilà, il faut arriver à optimiser, à les soigner pour qu'ils produisent au maximum. Si demain on nous enlève, et c'est déjà le cas aujourd'hui, on aura forcément une baisse de production. Et on le voit en plus avec les maladies qui sont arrivées sur les différents cheptels aussi. C'est d'autant plus vrai que le changement climatique qui nous touche, fait apparaître de nouveaux vecteurs de maladies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu apparaître depuis 2-3 ans la FCO, la fièvre catarrhale ovine, la MHE, qui sont des maladies qu'on savait qui existaient, mais pas sous nos latitudes. Pas chez vous, pas chez nous. Oui, c'est pas chez vous, c'est pas chez nous. Et qui aujourd'hui nous touchent. Oui. Si à un moment donné, on n'a pas les moyens, si la recherche, on ne met pas des moyens dans la recherche pour pouvoir s'adapter à ça, on va vers le mur. Jean-Bernard Salat, vous parlez de cette pédagogie, vous parlez de développement durable et on le voit bien, c'est un sujet qui est prégnant. Ce territoire de Charente, vous l'avez dit, c'est un territoire agricole, c'est quasiment qu'un territoire agricole d'ailleurs sur ce département. Il y a un sujet chez vous, comme ailleurs de toute façon dans le monde de l'agriculture, c'est l'eau et... Parmi vos adhérents, vous avez des expérimentations qui sont mises en place. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Parce que là aussi, il y a une démarche pédagogique vis-à-vis du grand public qui est apportée. Alors, sur l'eau, on a effectivement... le département de la Charente a besoin d'eau comme l'ensemble du territoire. Mais c'est vrai qu'on a une particularité, on est sur ce qu'on appelle la zone intermédiaire, donc qui se caractérise par des sols à faible réserve utile. Donc c'est la capacité au sol de stocker de l'eau naturellement. Et donc on a besoin d'irriguer. Et aujourd'hui, on a la chance sur ce département d'avoir des ressources en eau, alors, qui tombent l'hiver, mais malheureusement les plantes en ont besoin l'été. Et donc, on a un certain nombre on a lancé un certain nombre de démarches sur le département de faire du stockage dans des réserves de substitution. Donc, le principe, il est simple, c'est quand l'hiver, l'eau tombe en excès, on la prend soit dans des rivières, soit dans des forages superficiels, on la met dans des réserves. Alors, c'est... le gros mot, les bassines, pour ceux qui ont pu en entendre parler. Nous, on appelle ça des réserves de substitution, puisque c'est leur terme. On stocke cette eau et ça permet de continuer à assurer l'approvisionnement en eau des plantes l'été. Et le fait de plus prélever l'été dans le milieu, de prendre dans ces réserves, fait que le niveau des nappes ont pu remonter même en plein été. Ce qui fait que c'est gagnant-gagnant. C'est nous, on peut continuer à avoir une activité de valeur ajoutée, parce que l'eau, c'est de la valeur ajoutée. L'eau, on fait... il y a le maïs, mais c'est pas que le maïs. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est maraîchage, c'est ce qui est culture et l'élevage aussi. C'est l'élevage. Donc là... pour nous, c'est le contrat gagnant-gagnant. C'est qu'on permet de laisser de l'eau dans le milieu l'été quand il y en a le moins sur le territoire, et nous, continuer à faire cette activité rémunératrice sur le département. Et j'imagine même que cela doit avoir un impact induit sur les risques d'inondation en aval, puisque cette eau qui va venir déborder dans vos ruisseaux et rivières, eh bien, c'est celle-là qui est prélevée. Alors, c'est dire qu'on est capable d'influencer le niveau d'eau dans nos départements, les départements qui sont en dessous, je suis pas sûr. Mais ça n'empêche, mais ça n'empêche qu'effectivement, prendre de l'eau quand elle est en excès à un moment donné, où elle est en excès, forcément, c'est de l'eau qui va moins dans le milieu et qui en plein hiver. Et qui va trouver une utilité qu'elle n'aurait pas eue parce qu'elle partait directement à la mer. Ça paraît tellement du bon sens qu'aujourd'hui, un des combats, c'est qu'aujourd'hui, on a des opposants qui ne comprennent pas ça. Alors c'est vrai que l'eau et l'irrigation, elle est diverse d'un territoire à l'autre. Nous, c'est la solution la plus pragmatique, c'est effectivement de la stocker, soit dans des réserves naturelles. On a la chance d'être sur le département, d'avoir 2 lacs qui justement régulent la rivière Charente, qui permet
d'alimenter la Charente-Maritime pour la production d'huîtres, puisque il faut... donc ça a été construit, ça c'est des... qui ont une vingtaine d'années, et aujourd'hui on a des réserves de substitution qui ont le même rôle, mais à une échelle plus petite. Alors, vous avez également, et j'aimerais qu'on en parle sur cette fin d'émission, vous avez beaucoup d'engagement, dont celui de président Interbev Nouvelle-Aquitaine. Alors, est-ce que c'est un combat différent ? Est-ce que c'est parallèle ? Qu'est-ce qui vous y a amené ? Ce qui m'a amené, c'est justement le fait de vouloir faire avancer mes idées, et les idées du collectif, et c'est de regarder où est-ce qu'on peut le faire. À un moment donné, voilà, on peut rester chez soi et crier dans sa cour de ferme en disant on n'est pas content. Moi, c'est pas le choix que j'ai. Je vous expliquais tout à l'heure que c'est pas ma strat, c'est pas le choix que j'ai fait. Et l'Interpro m'a paru naturel si je veux faire avancer le dossier de la viande bovine. Parce que pour rappel, l'interprofession regroupe l'ensemble des acteurs de la production jusqu'à la distribution. Et à un moment donné, si on veut arriver à lever les freins qu'on a dans notre production, il faut aussi comprendre ce que les autres acteurs de la filière ont aussi comme frein et comment est-ce qu'on peut travailler intelligemment. Alors je ne vous dis pas que c'est facile, puisqu'on est quand même dans un monde concurrentiel, mais ça permet d'avoir cette vision et de pouvoir lever un certain nombre de freins. Et c'est le travail que j'ai entrepris dans ma mandature, c'est de mettre en place un plan de filière au niveau de Nouvelle-Aquitaine, où justement, d'un côté, on a l'aval où il y a la consommation, et l'amont où on produit, et comment est-ce qu'on met en adéquation ce que le consommateur veut, et ce que nous, dans nos fermes, on produit. Puisque, comme toute bonne économie, il faut produire pour un marché, et pas produire juste pour produire. Et Nouvelle-Aquitaine, une région qui part de Bayonne et qui monte vers la Haute-Vienne jusqu'à l'Odorat, c'est quand même une sacrée gageure, ça. On a une très grande région. Alors c'est vrai que pour réunir les professionnels, c'est compliqué. Oui, bien sûr. On a une région où effectivement, on va de la mer jusqu'à la montagne, et c'est vrai que c'est une diversité de modèles. Et c'est vrai que c'est certainement ça la difficulté d'arriver à les modèles d'élevage, pour parler de l'agriculture. Quand on est dans les Pyrénées-Atlantiques, ils sont complètement différents. Quand on est sur le bassin d'Arcachon, où c'est essentiellement des consommateurs l'été, ou le plateau de Mille Vaches de la Creuse, Corrèze et de Haute-Vienne, où il y a beaucoup plus de vaches et de moutons que d'habitants. Donc, mais voilà, la France et notre région est constituée comme ça. Donc, on a effectivement cet atout régional, c'est que on a, sauf que les bassins de consommation ne sont pas sur les bassins de production. Bien sûr. Une conclusion, Jean-Bernard Salat, sur votre vision de l'avenir ? Alors, j'ai toujours ma vision, la vision, alors c'est pas ma vision, c'est la vision du collectif et de l'agriculture. C'est qu'aujourd'hui, il est clair que si on veut faire avancer les choses, faut se prendre en main. On ne peut pas attendre tout des autres, on ne peut pas attendre tout des politiques, on ne peut pas attendre des acteurs économiques qui nous entourent. Donc il faut qu'on soit force de proposition. Et si je pouvais résumer, l'esprit de la FNSEA, c'est justement ça, c'est préparer l'agriculture de demain. On sait forcément ça sera pas tout à fait comme on a prévu, puisque y a les aléas économiques, l'actualité qui fait. Mais c'est de pouvoir anticiper et préparer le monde agricole pour demain continuer à faire ce métier qui est de produire et de nourrir la population. Avec passion, vous nous l'avez dit. Merci Jean-Bernard Salat. Je vous remercie. Merci beaucoup, à très bientôt dans Entreprise et Passion. Et bien sûr, ne quittez pas l'antenne de Logos FM. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.